Avant de commencer, je voulais vous parler brièvement de mon nouveau podcast « On en reparle ». Ce podcast prend le temps de revenir sur des événements marquants après que l'agitation médiatique se soit estompée. Dans chaque épisode, je reviens sur un fait d'actualité passé avec comme invité l'une des parties prenantes. Si vous aimez le décryptage et les analyses, On en reparle est fait pour vous. Pour le lancement, on reparle du Vendée Globe avec Violette d'Orange, à découvrir sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Experience Client de Biarritz. Nous sommes le 18 juillet et après le résumé de l'actualité, je vous propose 4 articles cette semaine. L'actu est moins dense et l'approche de la trêve estivale se fait sentir. Logistique, tensions géopolitiques et explosion des coûts à lire sur e-commerce mag. Comment le Club Med fait de WhatsApp un levier de vente à l'échelle mondiale à lire sur République Retail. Boulanger, plus de 70 ans à rester connecté aux tendances de consommation à découvrir sur e-commerce mag. Comment Paraboot élargit sa communauté sans renier son héritage à lire sur Fashion Network. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque semaine et chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Enfin, cette semaine, je vous propose un épisode qui nous concerne tous puisqu'il s'agit d'immobilier. Pour aborder ce sujet pour la première fois, j'ai eu le plaisir de recevoir un dirigeant complètement hors norme, Stéphane Fritz, président de Guy Hockey et ancien parachutiste de la Légion étrangère. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment toujours sans coupure. J'en profite pour vous souhaiter un bel été. La revue de presse reviendra fin août. D'ici là, profitez bien. En synthèse de l'actu, les marques innovent face aux turbulences alors que Paraboot dévoile une nouvelle collaboration avec la marque de skate montréalaise DIM. Boulanger inaugure sa boutique sur TikTok et Richemont publie des résultats trimestriels en hausse. Les signaux faibles de transformation s'accumulent dans un environnement économique contrasté. Cette semaine, l'actualité met en lumière des marques qui, malgré les incertitudes, avancent, expérimentent et s'ancrent davantage dans les usages contemporains. Paraboot, la tradition par l'infusion culturelle en pleine forme économique avec 28,2 millions d'euros de chiffre d'affaires attendus pour 2025. Paraboot réussit là où un nombre incroyable de chausseurs français peinent à survivre en multipliant les collaborations ciblées de DIM à Pyrenex, de Sakai à Aimé Léon Doré. La marque iséroise affirme une stratégie communautaire subtile, infusée dans les cultures jeunes, sportives, créatives ou internationales. Son ancrage industriel, 80% de production en France, son réseau de distribution sélectif et sa communication orientée vers les médias légitimes auprès des jeunes générations, Office Magazine, Advanced Research, illustrent une hybridation réussie entre héritage et désirabilité, une leçon de résilience et de modernité silencieuse. Retail et social commerce, le live comme levier d'activation. Dans un registre plus expérimental, Boulanger fait figure de pionnier en devenant le premier distributeur d'électroménager à se lancer sur TikTok Shop. Pas encore pour faire du volume, mais pour tester, observer et comprendre. L'enseigne s'inscrit dans une logique d'apprentissage itératif, centrée sur l'écoute des comportements d'achat des jeunes générations. Même approche du côté de Decathlon et de Center Park, qui, en unissant leurs forces autour d'un live shopping tourné au cœur d'un domaine, réconcilie immersion, authenticité et performance. Le format, conçu comme un moment d'expérience partagée, a généré des résultats solides. Près de 50 000 vues côté Decathlon, un temps moyen de visionnage de 14 minutes chez Center Park, tout en renforçant les synergies CRM et branding.
Il y a au service de la relation client vers une hybridation maîtrisée. Le Club Med va plus loin encore dans la personnalisation du parcours client en s'appuyant sur sa propre IA pour piloter les interactions sur WhatsApp dans 15 pays. Une stratégie audacieuse et rigoureuse qui repose sur une architecture propriétaire, évitant les hallucinations des modèles externes et garantissant un haut niveau de contrôle. Dans les centres d'appel, les solutions comme celle d'Axialis montrent que l'IA permet désormais de résumer les appels, détecter les émotions ou qualifier automatiquement les demandes. Au-delà du gain de productivité, c'est bien une nouvelle étape de la relation client augmentée qui se dessine. Logistique, tension, transition et opportunité. Dans un autre registre, l'enquête BCG Alpega met en lumière la pression croissante sur la chaîne logistique européenne. 80% des expéditeurs déclarent subir une hausse de leurs coûts liés aux tensions géopolitiques. Pourtant, seuls 16% ont réellement entamé une transition vers le nearshoring et l'IA générative reste encore marginalement exploitée. Malgré son potentiel, la durabilité, quant à elle, reste en retrait dans les priorités d'approvisionnement. Le secteur reste à la croisée des chemins, mais les marges d'optimisation sont réelles. La collaboration intersectorielle prônée par Alpega apparaît comme une réponse à la hauteur des défis. French Tech, la prudence domine, mais les pépites résistent. Côté start-up, le baromètre EY confirme une baisse préoccupante des levées de fonds en France, moins 35%, bien plus marquée qu'au Royaume-Uni, moins 12%, ou en Allemagne, moins 2%. Cette contraction touche surtout les financements Growth Equity, moins 87%. Pourtant, certaines entreprises tirent leur épingle du jeu à l'image de Kenave, Penny Lane ou Alice et Bob. Le dynamisme technologique français reste vivace, même si l'écosystème devra s'adapter à un nouveau paradigme d'investissement moins euphorique, mais potentiellement plus sélectif. RGPD, l'Europe en défense face aux géants chinois. Enfin, l'association NOYB relance le débat sur la souveraineté numérique avec une série de plaintes contre TikTok, WeChat et AliExpress pour violation du droit d'accès aux données. Au-delà du cas juridique, c'est bien l'écosystème social commerce qui est scruté de près, alors même que TikTok devient une interface commerciale pour des marques comme Boulanger. Cette tension entre opportunités commerciales et cadre réglementaire structure désormais toute stratégie omnicanale. Bref, ce qu'il faut retenir cette semaine dans un environnement chahuté, les marques qui avancent ne sont pas nécessairement celles qui investissent le plus massivement, mais celles qui écoutent, expérimentent et bâtissent des passerelles entre tradition, communauté et technologie. Derrière les lignes de tension géopolitiques ou financières, des dynamiques de fond prennent forme résolument tournées vers la construction de nouveaux modèles relationnels et commerciaux. Logistique, tension géopolitique et explosion des coûts à lire sur e-commercemag.fr en date du 17 juillet. Tension géopolitique, nearshoring hésitant, IA sous-exploité, l'enquête BCG Alpega dresse un tableau contrasté d'une logistique européenne. Face aux défis croissants, les entreprises doivent revoir leur stratégie pour gagner en résilience, en efficacité et en compétitivité, tout en tenant compte d'un impératif durable encore trop souvent relégué. L'enquête BCG Alpega a réalisée en avril 2025 auprès de professionnels du secteur en Europe et en Amérique du Nord met en avant les défis cruciaux qui transforment actuellement l'industrie logistique européenne, à commencer par l'impact des tensions géopolitiques qui se fait particulièrement sentir sur les coûts logistiques. Près de 80% des expéditeurs interrogés signalent des coûts supplémentaires sensibles dus aux droits de douane et aux taxes. Cette pression financière pousse les entreprises à revoir leur stratégie contractuelle, avec 68% d'expéditeurs souhaitant renégocier leur contrat de fret pour réduire leur coût d'expédition. Cette situation reflète l'instabilité géopolitique actuelle et ses répercussions directes sur les chaînes d'approvisionnement européennes. Les entreprises doivent désormais intégrer ces surcoûts dans leur calcul de rentabilité et adapter leurs modèles économiques en conséquence.
le nearshoring, une transition à deux vitesses. Et l'étude révèle également un paradoxe concernant les stratégies de nearshoring, alors que près de la moitié des prestataires logistiques adaptent déjà leur réseau pour se rapprocher des marchés de consommation, seuls 16% des expéditeurs ont lancé des mesures concrètes de nearshoring. Cette disparité souligne un décalage entre l'offre et la demande dans la réorganisation des chaînes d'approvisionnement. Cependant, l'intérêt pour cette approche existe puisque 35% supplémentaires des expéditeurs examinent actuellement leurs options. Cette tendance pourrait s'accélérer face aux défis logistiques actuels et aux besoins croissants de résilience des chaînes d'approvisionnement. L'intelligence artificielle générative, un potentiel inexploité. Paradoxalement, bien que l'IA générative soit considérée comme la force de transformation la plus importante du secteur, seul un répondant sur 10 l'utilise actuellement de manière productive. Cette faible adoption contraste avec les attentes du marché et représente un potentiel d'amélioration considérable pour l'industrie. Les entreprises qui tardent à adopter ces technologies risquent de prendre du retard sur leurs concurrents qui sauront exploiter les avantages de l'automatisation et de l'optimisation offertes par l'IA générative, notamment pour la sélection automatisée des transporteurs ou la prévision des temps d'arrivée. La durabilité reléguée au second plan malgré les enjeux climatiques croissants, la durabilité reste en retrait par rapport aux objectifs de coût. L'étude montre que l'efficacité des coûts, la fiabilité et la transparence numérique dominent dans le choix des prestataires, tandis que seuls 13% des expéditeurs priorisent la durabilité. Une situation qui surprend alors que l'Europe se positionne comme un leader mondial en matière de réglementation environnementale. Les entreprises logistiques devront probablement intégrer davantage les critères de durabilité dans leurs décisions d'approvisionnement pour respecter les objectifs climatiques européens. Vers une collaboration renforcée. Face à ces défis communs, l'étude préconise 6 domaines d'action centraux, notamment le renforcement de la résilience par une action conjointe, la coordination stratégique de nearshoring et l'exploitation du potentiel de l'IA générative. Comme le souligne Todd Delocter, CEO d'Alpega, le moment est venu en tant que secteur, d'investir ensemble dans plus de transparence dans les modèles de nearshoring et dans l'IA générative. Cela nous permettra non seulement de réduire les coûts, mais aussi d'accroître la résilience face à d'autres crises. Comment le Club Med fait de WhatsApp un levier de vente à l'échelle mondiale, à lire sur republicretail.fr en date du 15 juillet. En s'appuyant sur ses propres intelligences artificielles et une stratégie digitale volontariste, le Club Med transforme progressivement WhatsApp en un véritable canal de vente déployé dans une quinzaine de pays. Ce projet vise à fluidifier le parcours client tout en assurant un haut niveau de personnalisation et de réactivité. Le Club Med revendique d'être l'inventeur du concept du all-inclusive. Il est aujourd'hui un acteur mondial de l'hospitalité qui exploite un parc de près de 70 resorts premium, exclusive collection répartie sur 25 pays avec de nouvelles ouvertures chaque année. Son objectif global peut atteindre près de 25 000 personnes et 110 nationalités dans 40 pays auxquels s'ajoutent au siège et dans les services administratifs 3500 collaborateurs. Dans le cadre de sa stratégie Happy Digital, le groupe Club Med multiplie les canaux de vente digitaux. Parmi les outils déployés, le Club Med a fait de WhatsApp l'un de ces canaux. Ce projet mondial concerne à ce jour une quinzaine de pays. Le projet vise évidemment à accroître la qualité de service et la facilité de réservation. Depuis maintenant 3 ans, l'outil a été mis en place progressivement avec des fonctionnalités de plus en plus riches, notamment grâce à un recours croissant de l'intelligence artificielle. Avec l'ouverture du canal WhatsApp, le volume des messages reçus a explosé, révèle Arthur Morel, responsable expérience outils de vente au Club Med. Pour répondre à ces messages, le recours à l'IA
G est devenu rapidement obligatoire. Avec cette technologie, les clients ou prospects reçoivent une réponse rapidement à n'importe quelle heure, à n'importe quel jour. Le cas échéant, si la réponse est incomplète, un agent humain peut ensuite reprendre la main en heure ouvrable. Une IA bien encadrée pour éviter les hallucinations. Pour se connecter à la plateforme WhatsApp, le Club Med utilise les technologies en SaaS d'Infobip. Si Infobip propose une IA interne, le Club Med a choisi de ne connecter que ses propres IA. Arthur Morel le justifie. Nous voulons maîtriser totalement le parcours client ainsi que la data utilisée afin d'éviter toute hallucination. Une première IA génère les demandes de prix, une deuxième gère les demandes d'informations sur les produits, activités, équipements de chaque resort. Une troisième IA contrôle la qualité de la réponse. Les IA interrogent uniquement les bases documentaires du Club Med. Nous ne pouvons pas garantir absolument 100% une absence d'hallucination, mais nous prenons toutes les précautions possibles, insiste Arthur Morel. Chaque réponse apportée par une des deux premières IA obtient un score de certitude attribué par la troisième. Si le score est trop bas, le bot n'affiche pas de réponse, mais une demande de précision ou un renvoi vers un agent humain. WhatsApp facture l'usage de son API. Quant à Infobip, son SaaS peut facturer au nombre de conversions traitées pour sa solution Chatbot Builders ou au nombre d'agents pour l'IA agentique. Une approche intégrée à terme dans un seul canal. À l'heure actuelle, 59% des conversations aboutissent à des demandes de vente au niveau du monde. En France, le chiffre n'est pour l'heure que de 50%. Lorsqu'un prospect a posé une série de questions pour sélectionner un resort sur une période donnée, l'outil renvoie vers le site web pour conclure la vente. Arthur Morel précise, le formulaire du site web est pré-rempli avec le contexte repris, mais d'ici un an, l'ensemble de la démarche devrait se réaliser dans WhatsApp afin d'éviter les ruptures de canaux. Nous avons choisi Infobip parce que cet éditeur est capable de gérer l'ensemble du parcours client dans WhatsApp dans ses propres outils, indique Arthur Morel. Nous avons aujourd'hui 3 ans de recul, nous avons réalisé une intégration initiale très rapide et nous avons progressivement amélioré l'outil, notamment avec l'IA, et nous l'avons déployé dans un nombre croissant de pays. Pour ouvrir un nouveau pays ou un nouveau marché, le processus ne prend plus aujourd'hui que 6 semaines, test inclus. Boulanger, plus de 70 ans à rester connecté aux tendances de consommation, à lire sur e-commercemag.fr en date du 17 juillet. L'enseigne Boulanger a instauré le 16 juin 2025 sa boutique sur TikTok Shop, devenant ainsi le premier acteur de l'électroménager et du multimédia à investir ce canal de vente émergent en proposant dès le départ près de 4000 références, du petit électroménager aux produits de beauté. L'enseigne confirme et renforce sa présence digitale. Rencontre avec Hervé Boisse, directeur délégué opération omnicanal de Boulanger. Quelles furent vos motivations pour créer ce partenariat avec TikTok ? Une enseigne comme la nôtre a pour vocation de toucher un maximum de clients, mais pas l'ensemble des clients de la même façon. Il nous faut prendre en compte les différences générationnelles et même au sein d'une même génération, tous n'utilisent pas les mêmes canaux. Cela peut être des apps, le mobile, le desktop, etc. Nous travaillons également sur la façon de combiner au mieux le physique et le digital. Nous avons par exemple mis en place Allo Boulanger qui permet à nos clients de contacter nos collaborateurs pour avoir des conseils en ligne. Il faut être en veille permanente sur ce qui se fait de mieux dans le monde. Avec nos différentes marques, nous sommes souvent en Chine, ce qui nous a permis de comprendre qu'il se passait quelque chose avec le social commerce. Et nous avions très vite pris la décision d'y aller lorsque cela se déploierait en France. Quelles sont vos ambitions avec le social commerce ? Nous n'y allons pas avec une stratégie de croissance définie, nous verrons cela dans un second temps. Nous allons sur ce créneau du social commerce, surtout pour apprendre ce qu'est ce nouveau canal, voir comment nos clients réagissent. Bien sûr, on pense aux jeunes générations qui interagissent beaucoup via les réseaux sociaux.
Nous sommes donc en phase de déploiement de nos catalogues sur la plateforme et sommes à présent la marque qui a publié le plus de produits sur TikTok Shop. Toutefois, pour l'instant, nous n'avons qu'un mode de livraison pour des produits de moins de 30 kg, ce qui restreint un peu notre offre. Mais cela nous permet de tester cette nouvelle opportunité d'interagir avec nos clients. Nous avons beaucoup misé sur les tendances du moment, comme les petits ventilateurs. Le lancement officiel de Boulanger sur TikTok s'est effectué en live lors du premier jour des soldes et nous avons eu plus de 27 000 personnes connectées. Il existe donc une certaine appétence pour le live shopping. Notre but est de l'expérimenter de façon qualitative. Nous verrons dans les prochains mois comment travailler par exemple avec les influenceurs. Comment se répartissent actuellement les transactions entre commerce physique et e-commerce ? Le digital représente à peu près 30% de l'activité, mais ce que nous constatons principalement, c'est que nos clients sont de plus en plus des mixeurs entre le physique et le digital. Sur TikTok, il est certain que nous allons surtout nous adresser à des jeunes. C'est à nous d'observer s'il existe une appétence de ces jeunes pour acheter des produits de notre marque. Avec le live shopping, il existe un aspect très promotionnel qui fonctionne bien. Toutefois, nous ne souhaitons pas devenir des discounters et nous mettons un point d'honneur à effectuer les mêmes remises en ligne et en magasin. Cela va être intéressant d'adapter le social commerce à cette exigence pour laquelle nous ne dérogerons pas. Vous aviez déjà auparavant une expérience de live shopping. Quelles étaient vos impressions ? Nous avions en effet démarré le live shopping après le Covid. L'enjeu lors de l'adoption d'un nouveau canal de communication reste le maintien d'une cohérence entre la plateforme de marque et les contenus de nos fiches produits. Il faut que le live permette de relayer un contenu prioritaire de la marque. Cela fait donc 4 ans que nous observons l'appétence de certains de nos clients pour ce mode de consommation. Il existe aussi une certaine connivence entre les animateurs et les consommateurs. Ce sont des signes qui prouvent qu'il s'agit d'un canal intéressant pour l'enseigne. Quels sont les indicateurs de réussite que vous allez suivre concernant le live shopping ? Dans un premier temps, nous souhaitons être un acteur qui suit les tendances, être en progression au sein du marché digital. Nous faisons constamment évoluer nos fronts, les apps mobiles et aux versions desktop, ainsi que les solutions de paiement proposées. Nous restons également en veille sur les nouveaux acteurs de la tech et nous préparons constamment aux nouvelles tendances. Toutefois, il est aussi important de rappeler que Boulanger reste également très vigilant à respecter les engagements de décarbonation pris au sein de notre charte RSE. Nous ne sommes pas prêts à faire n'importe quoi pour le commerce. Notre vocation perdure la même année d'année en année. Diffuser des produits utiles qui respectent les réglementations en vigueur. Cela fait plus de 70 ans que nous sommes connectés aux tendances de consommation, que nous restons proches de nos clients et humbles, quelles que soient les nouvelles façons de communiquer avec eux. Comment Paraboot élargit sa communauté sans renier son héritage, à lire sur fashionnetwork.com en date du 17 juillet. Avec un chiffre d'affaires prévisionnel de plus de 28 millions d'euros pour l'exercice 2025, le fabricant de chaussures Paraboot fait état d'une santé économique inédite dans un secteur français de la chaussure en crise depuis plusieurs années. Âgée de 127 ans, la marque détenue par le groupe Richard Ponvert mène une stratégie de collaboration lui permettant d'atteindre des marchés éloignés de sa base de clientèle. Lorsque la sneaker réalise une percée fulgurante dans le milieu de la chaussure il y a quelques années, les entreprises du secteur s'inquiètent et doivent réagir. En 2015, lorsque l'actuel responsable de l'engagement de la marque et des ventes chez Paraboot, Davy Montillet, intègre les rangs de la marque. Il y apporte son intérêt pour la mode et le streetwear étant lui-même un adepte de la culture skate. Paraboot amorce alors un virage vers ces cultures pour atteindre les nouvelles générations et met en place une stratégie organique et disruptive. Exister dans les univers communautaires. Paraboot déploie alors une approche précise centrée sur la collaboration avec les acteurs incarnant les valeurs des communautés qu'elle souhaite toucher.
Ce choix s'explique par les moyens modestes, alors que la marque, fondée par Rémi Richard, produit actuellement 100 000 paires de chaussures par an en moyenne, avec une capacité de production déjà au maximum répartie entre la France, l'Espagne, alors la France à 80%, l'Espagne, le Portugal et l'Italie. David Montillet estime que l'entreprise a su infuser dans une multitude de communautés avec des produits assez similaires de la manière la plus saine pour y rester au fil des collaborations. De cette façon, la marque s'est illustrée à coup de création plurilatérale avec des labels issus des différents courants culturels. Pour parler le langage des jeunes, l'entreprise passe par l'univers des diverses communautés. Ainsi, dès que cet hiver, le fabricant collaborera avec Dim Clothing, une marque de vêtements de skate basée à Montréal et principalement connue outre-Atlantique. Une alternative à la sneaker chez les communautés sportives. Et ce n'est pas le seul rapprochement qu'opère Paraboot avec la communauté skate, puisqu'elle s'allie à la marque française Hélas à 2 reprises, en 2022 pour une première paire de Michael en daim noir à la semelle taillée pour le sport, en 2024 avec une paire de derby tiers bleu et orange à la surpiqûre contrastée entre Hélas et Dim. Paraboot explore de nouveaux horizons. Le skate n'est pas le seul marché que le fabricant a souhaité investir. Plus largement, Paraboot a cherché à toucher la communauté sportive avec 2 collaborations en particulier. En 2022, l'entreprise signe une paire inédite avec la marque de produits outdoor The North Face. En résulte un hybride, une mule à la croisée des semelles Paraboot et au corps de cuir noir matelassé. 2 ans plus tard, la marque iséroise se tourne vers le français Pyrenex, avec qui elle sort une doudoune rétro hiking et une paire de bottines d'escalade. Implication dans la veine créative. Paraboot expérimente aussi aux côtés de studios de créateurs dans l'optique de toucher une clientèle fashion addict. Il y a plus d'une décennie, l'entreprise déjà jetait son dévolu sur le label de luxe japonais Sakai, créé par le designer Shitsode Abe, avec qui elle collabore plusieurs fois par la suite en créant des paires de chaussures discrètes et sobres. Dans la même lignée, la marque sort une paire de bottines à fourrure noire avec l'un des maîtres de Shitsode Abe et son label éponyme. En 2024, Paraboot signe une élégante paire de bottines de cuir noir au lacet blanc avec Agnès B. Et si le fabricant collabore avec des labels proches de son offre, elle porte parfois son choix sur des marques internationales pour toucher une clientèle extra-française. Outre-Atlantique, Paraboot s'allie avec Teddy Santis et son label new-yorkais Aimé Léon Doré pour créer des bottines en cuir noir et rouge. À l'ancien directeur artistique de Supreme Braden B. Benzien et son label Noah Clothing en sortant une paire de chaussures boat en cuir noir et marron. À ses collaborateurs internationaux s'ajoute la marque japonaise Captain Sunshine qui crée une paire de domingues en daim couleur caramel. Une marque transgénérationnelle. Outre cette action auprès des marques, le fabricant de chaussures s'entoure d'artistes féminines et leur fait visiter ses modèles avec l'objectif d'associer un profil artistique en accord avec la représentation de la marque. L'illustratrice Blanchette travaille à la paire Orsay avec un cuir velours. La styliste Clémence Cahu, elle, s'attaque à la paire de sandales Ibéris, rebaptisée Santori. Plus tôt, Paraboot laisse carte blanche à d'autres artistes tels que Pandora, Garance Vallée ou Johanna Holk. Ces partenariats ont une fonction curative et permettent de toucher différentes communautés qui s'approprient Paraboot, dont le profil transgénérationnel la rend adaptable aux âges, aux styles, selon Davy Montillet. Une distribution pertinente. Et si le groupe Richard Ponvers s'adresse à différents corps professionnels avec ses marques Galibier et Paraboot Pro, la mode est très majoritaire dans l'offre de la marque Paraboot qui s'appuie sur un réseau de distribution solide. Son réseau retail est assuré par l'entreprise Capus, également propriété
du groupe Richard Ponvert. Paraboot dispose de 30 boutiques en propre dans l'Hexagone, auxquelles s'ajoutent 2 en Belgique, 7 au Japon et 1 en Corée du Sud. La France et le Japon sont par ailleurs les 2 marchés historiques de la marque, alors que le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne et les pays du Nord constituent des marchés émergents. En Amérique du Nord, Paraboot n'exporte que peu de volume, mais prend le soin de les exposer dans des lieux adaptés à son offre, précise Davy Montillet. Au-delà de ces boutiques, Paraboot fait appel à de nombreux multimarques dans le monde entier. Les chaussures de la marque française sont distribuées par Kit à New York, Paris, Londres et Berlin. Si la majorité de ces revendeurs sont européens, quelques-uns sont basés en Asie et en Océanie. De cette manière, la marque atteint des nouveaux publics dans le monde entier par le biais d'acteurs culturels marchands enracinés dans diverses localités. Communication curative et éducation. Enfin, Paraboot choisit désormais de s'adresser à des médias curatifs qui disposent d'une forte légitimité auprès d'un lectorat spécialisé. Les journalistes d'Off Magazine ou de Basement Approved et du compte Insta Advanced Research ont ainsi découvert l'usine de Saint-Jean-de-Moirance il y a quelques semaines. L'idée est de se servir de ces médias actifs en ligne pour toucher les nouvelles générations acquises à des cultures singulières. Paraboot dispose d'une visibilité privilégiée auprès de plusieurs milliers de lecteurs et en est certain de viser juste. Cette communication permet aussi à la marque de renseigner d'éventuels clients sur la valeur des produits. Les gens ont perdu beaucoup de savoir, glisse Davy Montillet. C'est à nous de rééduquer les gens à consommer correctement. Pour ce faire, la marque organise des visites de l'usine auprès de formations et d'écoles de mode et de design. Ici encore, Paraboot mobilise la jeunesse pour assurer son futur. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.